l'Imagination Week, nous l'avons créé il y a 6 ans. L'objectif de l'Imagination Week, ça a été de se dire comment est-il possible de faire penser les étudiants différemment de d'habitude. Vous pensez évidemment, notamment avec l'enseignement que vous avez, les apprentissages, le management, le marketing, les ressources humaines. Toutes ces disciplines-là sont extrêmement importantes. Il n'empêche que nous pouvons penser autrement. Pour penser autrement, il faut être confronté à des choses différentes. Être confronté à des choses différentes, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors forcément, l'inconnu rebute. Quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est ce que nous allons essayer de voir toute cette semaine, en essayant à chaque fois de donner un sens, de comprendre. Dans un seul but, que le latin transformation explique très bien, transformatio, c'est d'essayer de devenir quelque chose d'autre. Le littré l'explique très clairement. Devenir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, c'est réussir à se transformer. Alors la transformation, ça recouvre plusieurs éléments. La transformation, ça peut être tout simplement cet insecte que vous connaissez qui devient un papillon. On appelle alors à ce moment-là une métamorphose. Se métamorphoser en quelque chose. On revient directement, complètement, quelque chose de différent. La métamorphose, ça n'est pas simplement réductible à la transformation. Il y a ce qu'on appelle, lorsque l'on transforme une matière première en quelque chose d'autre, on appelle ça même une conversion. On devient complètement, on reverse comme une pièce, on convertit quelque chose de différemment. À la suite de cette conversion, la transformation, c'est également se transformer avec une modification. L'espace d'une maison ancienne, si on lui ajoute quelque chose, elle existe toujours elle-même. Vous savez, c'est comme ce fameux bateau d'Ulysse qui revient évidemment après ces décennies de voyage, et à chaque fois qu'on en change une pièce, est-il à la fin encore le bateau d'Ulysse? La modification, c'est ça. La modification, c'est ça, mais c'est également quand on se modifie, quand on convertit, c'est pour un but précis, c'est pour une visée. En rugby, on appelle ça aussi une transformation. Transformation, modification, toutes ces dimensions-là vont également prendre pied dans ce qu'on appelle la transformation avec une visée, avec un but. Pourquoi est-ce qu'il faut se transformer? Pourquoi cherchez-vous à vous transformer? Pourquoi, parfois même de manière inconsciente, vous vous transformez? Lorsque vous avez une fleur qui devient comme ça un fruit, une pomme, il y a un dessin, E-I-N à la fin. Un dessin, c'est-à-dire qu'il y a une visée qui est proposée. Cette fin, cette visée, il faut se rendre compte qu'elle est ou consciente ou inconsciente. Toute votre enfance, une grande partie des transformations a été inconsciente. Les dents de sagesse qui sont ici présentes, un très grand nombre d'entre vous n'en ont pas, n'en auront jamais. Une grande partie en aura néanmoins. Il y a une transformation de votre corps qui se produit de manière inconsciente. Autrement dit, de l'humanité, pas à titre personnel évidemment. Toute cette dimension, cette transformation qui a lieu, cette modification, cette métamorphose, pourquoi est-ce qu'elle a lieu? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus de dents de sagesse? Pourquoi est-ce qu'il faut transformer un essai au rugby? Pourquoi faut-il modifier la maison? Pourquoi est-ce que l'insecte devient un papillon? Parce que tout simplement, vous avez en permanence des forces extérieures qui se rencontrent face à vous, qui viennent vous provoquer, qui viennent vous modifier, vous changer. Ces forces extérieures dans la nature, c'est ce pourquoi un ours est blanc, pourquoi ce castor est de cette forme-là, pourquoi le lapin agit de cette manière-là. Ces quelques animaux sont les transformations récentes de l'histoire du vivant. De manière très claire, je vais vous le montrer, vous allez comprendre très vite pourquoi. Ici, vous comprenez comment les toutes petites entreprises qui sont sur la gauche demandent aux entreprises de droite de se transformer de manière drastique. Elles ne doivent se transformer, se modifier, se métamorphoser, sinon que se passe-t-il? Elles disparaissent. Elles meurent, tout simplement. Sans transformation, face à l'environnement qui nous entoure, qui lui est en perpétuel mouvement, vous finissez par disparaître. Donc ces entreprises ont nécessité de se transformer. Vous voyez bien que, évidemment, toute notre semaine n'est pas strictement, évidemment, voire même loin parfois des enjeux du business, mais elles sont complètement présentes. Alors,
vous concernant votre propre transformation, que devez-vous faire? Comment aborder soi-même sa transformation? Par quoi? Eh bien, tout simplement par un environnement. Exactement ce que je viens de vous dire pour les organisations. Exactement ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit pour les animaux. C'est bien l'ensemble de votre environnement qui doit être connu de vous-même pour pouvoir être transformé. Et il s'agirait plutôt de le décider vous-même. Alors évidemment, dans vos études, c'est le cas. Vous avez plutôt choisi ces études-là plutôt que d'autres. Vous auriez pu en faire des dizaines d'autres. C'est plutôt vous qui choisissez cet apprentissage. C'est plutôt vous qui choisissez cet échange. C'est cet ensemble de modifications-là que vous choisissez. Attention, ça n'a pas toujours été le cas. Quand vous étiez petit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même jusqu'à vos 10 ans, les choix vous étaient imposés par vos parents. Ce sont eux, l'ensemble de vos parents, qui ont fait en sorte que votre transformation s'opère, plutôt comme ils le souhaitaient. Et quels ont été vos premiers choix? La nourriture, tiens, ce que je viens de dire, la façon avec laquelle je vais pouvoir survivre face à l'environnement. Et puis ensuite, ce sera la musique, ce sera le sport, ce sera l'ensemble des éléments qui m'entourent, qui va me permettre de me construire moi-même et de pouvoir aller jusqu'à ce future state, cet état futur dans lequel je serai. Tout ça est bien compliqué, parce que vous avez à faire des choix en permanence entre 2 axes. Le premier axe, celui que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle la voie facile. L'autre axe, la voie difficile. Ce processus, que l'on appelle le bivium, est un processus qui date de l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, on expliquait qu'il y avait toujours 2 façons d'agir. Ou bien je vais vers la voie la plus simple, ou bien vers la voie la plus compliquée. Aller vers la voie la plus compliquée, c'est évidemment faire des efforts. C'est évidemment non pas simplement se lever le matin, mais c'est transpirer, c'est suer, c'est avoir du mal, mais pour atteindre une gloire supérieure. L'autre voie, la plus facile, c'est de rester chez soi à regarder la télé. L'autre voie est évidemment souvent celle des études, celle qui va me mener vers la sagesse. Ce que je suis en train de vous raconter sur le bivium, sur cette voie-là, sur cet écart, sur cette fameuse lettre Y, qui est extrêmement importante, les pythagoriciens en avaient fait le signe de leur secte. Donc il y avait à l'entrée de cette secte ce signe Y, et dans ce signe, il y avait, qui était d'ailleurs le signe représentatif, il y avait le choix pour le disciple de dire « Mais pourquoi est-ce que tu viens ici ? Pourquoi est-ce que tu viens dans cette salle ? Pourquoi est-ce que tu viendrais, dirait-il aujourd'hui de manière contemporaine ? Pourquoi venez-vous dans cette salle ? Si vous venez dans cette salle, si vous venez faire des études, c'est parce que vous choisissez la route longue et difficile, et pas une voie, une route qui choisirait la simplicité. Dès lors que vous l'avez choisie, cette voie, c'est à vous de travailler. C'est à vous d'être consciencieux, rigoureux, sérieux autant que possible pour atteindre ça. Hésiode le dit dans ces termes. Il est très facile d'atteindre le vice. Il est beaucoup plus compliqué d'atteindre la vertu. Le vice, la vertu, quel choix voulez-vous faire? Hésiode le dit de manière très claire. C'est très simple d'aller vers la vice, très difficile d'aller vers la vertu, exactement ce que va reprendre Prodicos. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ pour Hésiode. 4e siècle, Prodicos dit la même chose. Les jeunes enfants, lorsqu'ils deviennent indépendants, vous, les jeunes adultes, on voit très rapidement s'ils se dessinent, s'ils décident leur vie plutôt vers le vice, plutôt vers la vertu. Toutes ces dimensions-là, nous sommes donc évidemment dans l'Antiquité que l'on appelle l'Antiquité tardive, eh bien, toute cette Antiquité-là va être reprise jusqu'au Moyen-Âge. Les calligraphes vont reprendre ce dessin que vous voyez justement ici. C'est toujours ces 2 voies. Qu'est-ce que vous choisissez? Ils expliquent de manière très claire. La partie centrale du Y, c'est tout ce qui vous a constitué sans choix. Vos parents, votre environnement, votre scolarité, votre éducation, là où vous êtes né. Et ensuite, c'est à vous de faire ces choix. L'art n'a cessé de reprendre ça. Vous voyez ici ce qu'on appelle le chemin d'Hercule. Vous avez Hercule qui est au centre,
à chaque fois, vous le voyez au centre. Et Hercule, alors évidemment, je passe sur les tableaux, c'est Saïgui, c'est Carrage, c'est tous ces maîtres-là qui ont travaillé sur le chemin d'Hercule, dans lequel Hercule a le choix. Est-ce que Hercule, après les atrocités qu'il a commises, vous les connaissez tous, est-ce que pour se réhabiliter, il va plutôt aller s'étendre avec les nymphes et ne rien faire, ou va-t-il entamer ses 12 travaux? Est-ce qu'il va commencer à travailler dur pour pouvoir atteindre la sagesse? L'ensemble de l'humanité, que ce soit dans l'art, que ce soit dans d'autres aspérités telles que le sport, dans d'autres environnements également tels que la science, on a toujours ces deux aspects, y compris la littérature. Ce célèbre, très célèbre, je suis convaincu que certains d'entre vous le connaissent, poème de Robert Frost, The Road Not Taken, qui est une référence. Un très grand nombre explique bien que c'est un élément déterminant dans la littérature, notamment anglo-saxonne, où il explique bien tout son travail lorsqu'il est en train de marcher dans la forêt, dans un sous-bois, tout doucement, et puis il se passe quelque chose. À un moment donné, 2 routes devant lui. Est-ce qu'il faut prendre la route large, la route où tout le monde a déjà marché, ou alors I took the one less traveled by, and that has made all the difference. J'ai finalement décidé de prendre la route que personne d'autre n'avait pris, celle qui était la moins fréquentée, et c'est ce qui a fait toute la différence. La question pour vous, c'est bien celle-ci. Dans quelle mesure vous allez choisir les dispositifs et construire les dispositifs qui vous permettront, une fois que vous avez choisi, de mettre en place ce que Henry David Thoreau explique. Construisez un château dans le ciel. Construisez un rêve. Construisez vraiment ce que vous voulez. Et quand vous aurez construit ça, il ne vous restera plus que les fondations à faire. Il va falloir réfléchir à toutes ces dimensions-là. Toute cette partie-là très rapide que j'ai expliquée auprès de vous, c'est une dimension extrêmement fondamentale pour comprendre là où vous êtes et là où vous pouvez aller, sachant qu'il y a plusieurs routes, plusieurs voies. Concrètement, comment ça marche? Comment je fais quelque chose qui va me permettre de choisir cette voie ou celle-ci? Comment je vais mettre ça en œuvre? Toute cette question est autour de la transdisciplinarité. Alors vous connaissez évidemment l'aspect en bas à droite, vous connaissez la discipline. La discipline, c'est le maths, le français, les mathématiques, l'histoire, l'ensemble des matières, les ressources humaines, tout ce que vous pouvez apprendre évidemment ici. Mais ceci ne suffit pas pour se changer, se transformer et comprendre. Il y a la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est d'avoir un sujet commun à plusieurs disciplines. Vous avez un certain nombre de disciplines, tout le monde a le même sujet. Ce n'est pas l'objet de la semaine. L'objet de la semaine, vous le voyez, il est beaucoup plus large, puisqu'il s'occupe de la transdisciplinarité. S'occuper de la transdisciplinarité, c'est essayer d'aller au-delà des disciplines, pas à l'intérieur de celles-ci, mais au-delà. Néanmoins, pour aller au-delà de la discipline, vous devez les connaître et en être confronté. Autrement dit, ce que l'on va essayer de faire avec vous, c'est d'essayer tous ensemble de s'élever entre le monodisciplinarity et le transdisciplinarity, être au-dessus de cela. Et pour ça, c'est tout simple. Il va falloir être confronté à des disciplines en permanence. Essayer de réfléchir à la transdisciplinarité, ça n'a rien de nouveau. Il y a plus de 30 ans, la charte de la transdisciplinarité essayait d'expliquer qu'il allait falloir penser au-delà des disciplines pour aller essayer de trouver quels sont les points communs à l'humanité. Comment construire le monde de demain si vous ne croisez pas les disciplines? Si vous ne croisez pas ensemble l'ensemble des nécessités des disciplines? Et évidemment, aller au-dessus. La charte qui promeut la dignité de l'être humain. Toutes ces dimensions-là, on va essayer ensemble de les travailler, comme toutes ces personnes l'ont déjà fait. Vous les reconnaissez toutes. Ça va évidemment de Marie Curie à Pasteur, ça va évidemment de Claude Lévi-Strauss à Mozart, ça va évidemment de Louise Michel à Balma, ça va évidemment d'Einstein à Marx et autres. Toutes ces personnalités-là ne se sont jamais laissées enfermer dans une discipline.
elles ont toutes travaillé au-delà des disciplines. Toutes ces personnalités-là, il va falloir essayer de vous-même vous en imprégner. Et si Einstein ne viendra pas vraiment physiquement ici, si évidemment Balma et les autres ne viendront pas physiquement ici, ce seront les contemporains, les penseurs contemporains qui seront sur scène ici pour vous aider à penser. À ce titre-là, 3 axes dans notre semaine sont fondamentaux. Le premier axe, la disruption. Nous allons avoir besoin, tous ensemble, de changer de paradigme, de regarder différemment le monde et de sortir de notre zone de confort. Évidemment, sortir de notre zone de confort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement aller dans les endroits où ça n'est pas confortable. Ça va sans dire, c'est presque une tautologie ce que je viens de faire. Il n'empêche qu'aller dans une zone qui n'est pas celle de notre confort, on ne veut pas y aller. Et c'est ce pourquoi on va essayer tous ensemble de se forcer d'y aller, à se confronter en dehors de cette zone de confort. Nous avons besoin, lorsque l'on est confronté à quelque chose d'inconnu, de cette manière-là, qui nous met de manière, évidemment, vous le comprenez, inconfortable, on a besoin d'y réfléchir. C'est la deuxième phase. Et puis, grâce à cela, nous allons pouvoir nous transformer. Nous allons pouvoir, grâce à cette partie disruption, reflection, acquérir la transformation possible. Et c'est cette articulation seulement qui permettra le succès de notre semaine ensemble. Dans votre livret, vous avez un très grand nombre de couleurs, telles que celle-ci dans votre planning, qui est dans le livret lui-même, qui va expliquer comment ça va marcher. Comment ces 3 axes-là, entre la disruption, entre la réflexion et évidemment avec la transformation, ça va pouvoir s'articuler les uns les autres. Tout ce que l'on a fait, c'est rythmer cela, rythmer cette transformation avec vous et pour vous. Dans l'Antiquité, j'en ai parlé, la notion de transformation du bivium était extrêmement importante, fondamentale, et les pythagoriciens, comme d'autres, avaient toujours auprès d'eux, je le dis comme c'était dit, ce n'est pas forcément le mot qu'aujourd'hui, dans notre langage contemporain, nous utiliserions, mais ils avaient autour d'eux des maîtres à penser, et ils suivaient les maîtres, ils les organisaient. Les maîtres, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de hiérarchique, c'est quelque chose qui aide les autres à penser. Eh bien, toute cette semaine, nous vous avons trouvé des tuteurs qui vont vous accompagner et que, dès la fin de ces conférences, vous allez rejoindre dans les différentes salles. Je vous demande chaleureusement de les accueillir pour que vous reconnaissiez au moins leur visage que vous allez avoir. S'il vous plaît, messieurs les tuteurs, si vous voulez venir jusqu'à moi. Et vous avez ici à la fois, juste à la fin, vous les aurez, à la fois Dany, Valérie, José, Sébastien, Hélène, Chloé, Béatrice, Hélène, Pierre et Laura. Toute cette semaine, vous les aurez pour vous. Merci beaucoup. Toute cette dimension d'être accompagné, d'être accueilli, d'être développé, évidemment, il manque un élément déterminant. L'élément déterminant qu'il vous faut, c'est évidemment ceux qui vont vous inspirer. Ceux qui vont vous inspirer pendant toute cette semaine. Tous les penseurs dont je vous ai parlé. Les penseurs dont je vous ai parlé, Olivier Méjean, on en a déjà parlé, qui est votre parrain pendant la semaine. Je passe très rapidement sur celui dont je vais m'attarder juste à l'après. Jacques Testard, le premier papa, qu'on va dire tel quel, du bébé éprouvette. Christian Duquesnoy demain matin. Pierre Marcolini, on goûtera ensemble des chocolats et trouver également avec les artisans cette notion toujours de transformation. Étienne Klein, l'astrophysicien, bien sûr Pierre Rabhi, et puis Nathalie Joffre. Nathalie Joffre, et c'est aussi l'essence de notre semaine, depuis que nous l'avons créée, c'est d'avoir toujours une artiste en résidence. Nathalie Joffre travaillera sur la question d'identité. Qui sommes-nous ? Tout à fait dans, évidemment, l'esprit que nous avons tout à l'heure discuté, dans lequel nous avons discuté. Comprendre quelle est votre identité future, comment la travailler et avec quels axes. Eh bien, Nathalie Joffre sera là, présente, et elle travaillera avec des photos, à partir de vous, à partir d'objets. On vous expliquera ça en détail, mais il est fondamental, pendant toute cette semaine, de comprendre comment l'art peut également jouer le rôle de la transformation auprès de vous. Juste après la conférence inaugurale, nous aurons Jean-Michel Blanquer qui expliquera, qui reviendra
notamment sur Build Your Own Courses. Imagine ton propre cours. La notion de transformation ne peut pas être qu'individuelle. Elle est forcément, comme nous l'avons vu avec le bivium antique, elle est également collective. Une des transformations collectives, c'est celle évidemment de votre institution. Comment réussissons-nous à transformer notre institution à partir de l'élément fondamental qui peut être la pédagogie et l'académie? C'est ce que vous verrez juste après.